Alors, bonjour tout le monde. Je vais essayer de vous présenter un peu un point de vue différent relatif au logiciel libre et à l'économie sociale et solidaire. D'une part, je tiens à remercier l'Inagora. L'économie sociale et solidaire représente presque 20% du PIB au niveau mondial. Les entreprises d'économie sociale ont une durée de vie moyenne supérieure aux compagnies. Les entreprises d'économie sociale et solidaire ont mieux résisté aux crises économiques, en particulier celle de 2008. Et l'économie sociale et solidaire a des valeurs proches du libre, c'est-à-dire la liberté d'entrer et de sortir, de participer à un projet ou pas. La non-partageabilité des ressources, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir avec la gagnotte reste là comme telle. Et aussi, les organismes d'économie sociale et solidaire se préoccupent beaucoup de développement durable. Je donne beaucoup de conférences, je travaille beaucoup dans le milieu de l'économie sociale et solidaire pour essayer de les aider à prendre le virage numérique. Et donc, ça va être ce point de vue-là que je vais aborder avec vous. Et un peu peut-être le rôle, peut-être un peu comme Fabienne, vous inciter à vous impliquer dans les changements. Les changements technologiques vont plus vite que notre capacité à analyser leurs impacts. Cela est particulièrement vrai pour l'économie collective. Quand on parle d'économie collective, ça comprend le secteur public, parapublic et l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, écoutez, Desjardins, c'est une coopérative. AgroPure, c'est des coopératives. Donc, au Québec, il y en a aussi une multitude de petites coopératives ou des OBNL comme telles. Alors, l'appropriation des technologies est un incontournable pour ces organisations-là s'ils veulent continuer à remplir leur mission. Alors, c'est un point de vue d'un informaticien et un point de vue d'un citoyen. Actuellement, je suis professeur au département d'informatique. J'ai été vice-recteur au système d'information pendant 3 ans et titulaire de la chaire de logiciels libres en finances sociales et solidaires. Ça fait une 50aine d'années que je fais de l'informatique. Donc, il y en a plusieurs qui étaient pas nés à ce moment-là et les premiers, on échangeait des logiciels, on n'appelait pas ça des logiciels libres, mais on échangeait des logiciels entre copains de façon gratuite. Les technologies dominantes, vous les connaissez, vous, assez bien. La présentation est, si vous en voulez une copie, l'Inagora pourra vous la faire parvenir comme telle, il n'y a pas de problème. Mais en gros, c'est l'omniprésence, c'est la complexité du logiciel. Donc, c'est le logiciel qui fait fonctionner tout. Mais en même temps, le logiciel est de moins en moins monnayable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grands groupes qui vont faire de l'argent à vendre du logiciel. Et ça, c'est un fait. Et quelque chose qui m'a assez bouleversé parce que pendant des années, je me promenais dans mes cours avec les doigts comme ça quand on parlait de Microsoft, l'axe du mal. Mais l'an dernier, en 2017, c'est Microsoft qui a contribué le plus en ressources au niveau du logiciel libre. Donc, c'est un fait comme tel. Donc, c'est de moins en moins monnayable. On va parler rapidement de la puissance des appareils, prédominance du mobile, dans le fond. On va parler rapidement de ça, de l'Internet des objets, les chaînes de blocs. On a la preuve vivante ici que c'est une technologie qui est dans notre tasse de thé, si on peut dire. L'info nuagique, qui est l'autre nom pour les serveurs en réseau. Et effectivement, j'ai pu souper un soir avec Richard Stallman et chaque fois qu'on parle devant lui d'info nuagique, il nous reprend. Il dit non, il dit c'est des serveurs autres. Alors donc, là-dessus. Et Big Data, intelligence artificielle, apprentissage profond, robotisation et réalité augmentée et réalité virtuelle.
Ça, c'est le fameux diagramme de Gartner sur l'adoption des technologies, où on voit d'une part la croissance rapide, l'engouement. Après ça, il y en a une période de désillusion. Puis après ça, ça représente aussi souvent les mariages, hein, ça veut dire notre vie de couple. Alors, une période d'engouement. Après ça, mais on peut l'appliquer à plusieurs sauces. L'automobile aujourd'hui. Les gens réalisent pas que habituellement une automobile standard, là, moderne, dispose d'à peu près presque une centaine de processeurs et opère avec à peu près 100 millions à 200 millions de lignes de code. Ça, c'est aujourd'hui. Ça. Alors, je suis sur le conseil scientifique du crime et chaque année, on fait un genre d'audit des différentes divisions du crime et il y a une de ces divisions-là qui ont des contrats même de GM pour s'assurer de la fiabilité ou améliorer la fiabilité des logiciels. Alors, on prévoit maintenant qu'on va dépasser, et ça sans parler des automobiles qui vont avoir un peu d'intelligence artificielle pour se guider, mais on va dépasser bientôt le 300 millions de lignes de code pour une voiture standard. Alors, c'est un fait. Alors, pour ceux qui étaient pas nés, ça, c'était notre rêve quand on faisait du développement vers la fin des années 80, c'était d'avoir un Cray. Alors, un Cray 2, quand même le modèle plus avancé, c'était une bête à peu près de cette hauteur-là et à peu près un diamètre comme ça. Je vais vous donner un peu les spécifications. Ça occupait 16 pieds carrés, 45 pouces de haut, 53 pouces de diamètre. Ça pesait 5500 livres. 14 colonnes en arrière. Alors, ça prenait une réfrigération liquide et ça consommait 195 kilowatts de consommation. Alors, ça, c'était, dans le fond, le Next Plus Ultra. Tout le monde rêvait, dans le fond, d'avoir ça, pas dans sa chambre à coucher parce qu'il aurait fait chaud, mais à sa disposition pour développer. Ça faisait 1,7 gigaflops par seconde. Et aujourd'hui, la semaine passée, l'annonce des iPhones, c'est 600 gigaflops par seconde. Donc, c'est à peu près 375 fois plus puissant un téléphone aujourd'hui que fin des années 80, un Cray. Alors, les gens, des fois, oublient ce dimensionnement-là, cette façon de voir-là, mais c'est là actuellement. Menace sur l'informatique mondiale. Alors, ce que vous avez en bleu ici, ça c'est Apple. Ici, c'est Amazon, Google, Facebook. Et les compagnies d'informatique traditionnelles, HP, IBM, Microsoft, Oracle. Alors, on voit qu'il y a un déplacement. Puis lorsqu'on regarde les unités vendues au niveau des ordinateurs personnels, ici, ça descend. Alors que les téléphones intelligents augmentent. Donc, il y a un déplacement aussi. Moi, je suis encore attaché à mes ordinateurs, mais pour la plupart des gens normaux, c'est le téléphone qui est omniprésent et ils ne voient pas le besoin nécessairement d'avoir un ordinateur et on essaie d'augmenter toujours la taille de l'écran du téléphone. La fameuse info nuagique, quand on dit aux gens que les grands fournisseurs d'info nuagique gèrent de 2 à 3 millions d'ordinateurs physiques, là, ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Et effectivement, les Amazon de ce monde, les Google de ce monde, les Microsoft sont tous pas loin de cette taille-là, de 2 à 3 millions de serveurs physiques, dans le fond. Et là, il y a toute la déclinaison des services possibles, infrastructure as a service, platform as a service, software, et maintenant, le NEC Plus Ultra, c'est du serverless. C'est-à-dire, on envoie des fonctions s'exécuter, puis on est chargé au nombre d'exécutions, et la volumétrie s'adapte à la demande. Donc, c'est là-dessus. Personnellement, moi, j'utilise un service qui s'appelle Digital Ocean.
où en l'espace d'une minute, je peux avoir un serveur Ubuntu. Et quand je le prends avec le petit dimensionnement, ça me coûte 0,7 sous de l'heure. Donc, chaque jour avec les backups, ben, ça me coûte un gros 18 sous. Et ça va me coûter à peu près 5-6 $ à la fin du mois. Et j'ai mon ordinateur sur lequel j'ai pu mettre mon nom de domaine, etc. Et je peux le cloner et je peux faire des expériences, des tests, etc. Puis les machines, quand j'en ai plus besoin, j'ai détruit et je garde ma machine de référence. Et c'est maintenant, dans le fond, je me souviens quand je faisais de la consultation dans le groupe architecture chez Desjardins, j'avais un ordinateur en dessous de mon bureau, un serveur Apache Web, pour pouvoir avoir un peu des documents pour le groupe d'architecture. Et là, on était venu me voir parce qu'on m'a dit, là, c'est géré par un gros cabinet conseil qui a 3 lettres, qui finissent par I. Et ça coûtait 2000 $ par mois de gestion du serveur qui était en dessous de mon bureau. Alors là, on est rendu avec des services comme ça à des autres ordres de grandeur. La sécurité, protection de la vie privée, ben en gros, qu'est-ce qui est enfoncé? C'est dans le fond l'importance que les gens accordent à ce volet-là. Et dans le même questionnaire, si on leur demande s'ils se sentent en sécurité, ben là, les proportions sont beaucoup plus petites. Je pense que Fabienne en a parlé beaucoup. Il y a beaucoup à dire de ce côté-là également. Piratage, ben l'ingénierie sociale à la source de 76% des attaques. À l'UQAM, on a un service externe qui, chaque année, font des tentatives, dans le fond, d'attaques sur différents thèmes. Alors, une année, on a dit, bon, vous allez faire ça avec l'ingénierie sociale. Donc, il envoyait des courriels comme quoi que les gens avaient gagné un voyage. Ça n'a pas été très populaire. Un autre qui est assez plus populaire, bon, c'est vous avez dépassé votre limite de votre boîte de courriel et ça a eu plus de monde. Mais le plus populaire de tous, c'est les fameuses clés USB tout partout à terre, avec une couleur fluo de préférence, et on les laisse traîner et au moins 80% des clés, les gens les ont pris, les ont mis dans leur poche pour voir à qui ça appartenait. Alors là, quand on a fait le débriefing, on leur a dit, si vous trouvez une brosse à dents à terre, est-ce que vous allez vous la mettre dans la bouche? Alors là, ils ont commencé à comprendre un peu c'était quoi. Dans les universités, on a eu aussi une autre attaque avec les enregistreurs de frappe. Donc, le petit bidule qu'ils mettent entre le clavier et l'ordinateur dans les bibliothèques, puis quand les gens entrent le mot de passe, c'était transmis. Alors ça, on a été frappés, pas à l'UQAM, mais d'autres universités. Nous autres, ils nous ont avertis, fait qu'on a sécurisé d'une autre façon. Et récemment, il y avait quelqu'un avec un Raspberry Pi en dedans d'à peu près une minute. Il branchait ça sur un ordinateur, pas de n'importe quelle sorte, que ce soit du Mac OS ou du Windows, et était capable d'aller chercher les mots de passe qu'il voulait. Donc, le piratage, mais dans tous les attaques, 76% de ces attaques-là, il y a un facteur d'ingénierie sociale, un facteur humain. Les gens sont préoccupés par les bobards. Bon, on a un président qui nous tient au sud de la frontière au courant des fake news. Mais pour lui, les vrais sont des fakes, les fakes sont des vrais. Alors, c'est une autre chose. Mais donc, ici, c'est les fake news, la popularité que ça a gagné avant l'élection, là, donc au mois d'août, versus les autres nouvelles plus véridiques. Ici, c'est une étude du Freedom of the Net qui a fait sur 65 pays à l'œil, ça regroupait 87% donc, de la population sur l'Internet. Et il y a 23% des usagers d'Internet qui ont un accès libre, 28% partiellement libre, et 36% des utilisateurs d'Internet qui ont un accès non libre. On pense en particulier à la Chine de ce côté-là. Okay?
Et si on regarde ça aussi, l'évolution, dans le fond, des efforts de désinformation sur les 65 pays. Alors, en 2013, il y en avait 22 qui faisaient, dans le fond, des efforts pour envoyer des informations fausses. Alors, souvent, c'est des gens payés, des commentateurs gouvernementaux payés pour pouvoir encourager ou influencer via des nouvelles ou sur les réseaux sociaux à faire des choses pour influencer avec la désinformation. En 2014-2015, ça a augmenté un peu. En 2017, sur 65 pays, il y en avait 30 qui, d'un point de vue gouvernemental, manipulaient de l'information. La même chose aussi, bon, les techniques utilisées, ben, dans le fond, 65, sur les 65 pays, 33 c'était pour pro-gouvernemental, 30 c'était payé par les gouvernements, il y avait des political bots, il y avait des fake news après des élections, puis il y avait même sur 10 pays, ils faisaient de l'usurpation de comptes. On a parlé des GAFA, des GAFAM. Dans l'économie sociale et solidaire, c'est important de voir un peu les moyens que ces gens-là ont. Alors souvent, je demande aux gens combien vous pensez que ces compagnies-là ont en cash à la banque. Donc, c'est pas leur valeur boursière, c'est en cash. Alors, en août 2017, il y avait 622 milliards de dollars, dont 80% étaient dans des paradis fiscaux. Et le champion, bien entendu, c'est Apple avec 261 milliards. Ça, c'était en août 2017. J'avais fait les mêmes calculs en août 2016, puis il y avait juste un malheureux 200 milliards de dollars. Donc, en un an, ils ont gagné 61 milliards de cash. Alors, c'est un peu... là, selon les rumeurs, Apple aurait 5000 employés qui travailleraient sur les autos autonomes. C'est un petit projet, un pet project. L'état du logiciel libre, ben, dans le fond, il y a trois grands temps, selon certains auteurs sur le domaine. La première vague, c'était les hackers bénévoles. Donc, par exemple, bon, Richard Stallman et autres, on développait des outils pour nous, tout ça. Après ça, il y a eu les marchands d'open source, les Red Hat de ce monde. Et maintenant, on est rendu à la phase où les clients veulent se coaliser pour demander, parce que les gens ont réalisé que dans le fond, il faut payer. Ceux qui travaillent, il faut qu'ils se nourrissent. Donc là, ils commencent à se coaliser pour pouvoir, dans le fond, faire développer des logiciels libres. Ça a l'air évident. C'est quoi la réaction des grands éditeurs face à ça? Ben, d'une part, la plupart s'en vont vers software as a service. C'est-à-dire que le logiciel, bon, il est pas chez vous, on utilise l'info nuagique, et là, ben, sortir de là, c'est encore beaucoup plus difficile. Le cas d'Oracle avec la RAMQ est intéressant parce que les données médicales, la RAMQ empêche les chercheurs d'avoir accès à des données anonymisées pour pouvoir faire leurs études. Par contre, ils acceptent que Oracle puisse gérer leurs données avec leur base de données parce que là, à ce moment-là, ils savent bien que la RAMQ, un coup que c'est en info nuagique, avec ce service-là, va être à peu près impossible de pouvoir migrer vers une autre base de données, alors que actuellement, comme en particulier en Europe, il y a une genre de révolte contre Oracle et ses coûts de licence qui forçaient les gens à aller vers l'info nuagique, et de grands comptes ont migré vers Postgres, par exemple. Le cas de Microsoft et le milieu de l'éducation, ben dans le fond, Fabien est plus sur la ligne de front. Quand j'étais à l'UQAM, je suis toujours objecté à ce qu'on passe à Microsoft pour le courriel étudiant et la suite bureautique. Un coup que j'ai été parti, bon, ben, la personne qui m'a remplacé a fait une entente avec Microsoft. Donc, tous les comptes étudiants
leurs courriels sont avec Microsoft. Et la réponse, c'est qu'aller passer en libre, avec ça, on aurait sauvé, ça nous aurait coûté 1 million avoir nos serveurs, etc., sur une période de 5 ans. Alors, on veut pas qu'on fume du pot à l'école, malheureusement, mais on veut pas qu'on fume à l'école, mais on donne des comptes gratuits aux étudiants et avec la suite bureautique. Et à ce moment-là, on a à peu près 45 000 étudiants en temps partiel, mais chaque année, on en a 15 000 qui rentrent, 15 000 qui sortent. Si les 15 000 qui sortent, dans le fond, il y en a un tiers, donc 5 000 qui continuent avec Microsoft, ben c'est comme si on leur donnait 500 000 piastres de revenus par année, juste par la suite, et nous, on n'obtient rien en retour. Les milieux universitaires, milieux de l'éducation, quand je suis arrivé, j'étais jeune, c'est il y a 4 ans de ça, 5 ans. J'étais jeune, j'avais des cheveux, il était brun. J'ai dit, j'avais regardé ce qui se passait au niveau des systèmes universitaires de gestion. L'Université de Montréal dépensait au-dessus de 100 millions pour son système de comptabilité, paye, etc. Sherbrooke avait un budget d'à peu près 36 millions. Il fallait changer à l'Université Laval et autres. Sur une période de 15 ans, les universités québécoises ont investi au-delà de 500 millions de dollars pour leur système de gestion académique. Je me suis dit, on devrait se mettre ensemble. Alors, on a préparé des business cases. On a été voir les ministres de l'Éducation, leur expliquer ça, les autres universités. Personne n'a voulu. L'Université Sherbrooke ont dépensé presque tout leur budget, puis ils ont à peine fait 20%. L'Université de Montréal commence à réaliser qu'à chaque fois qu'ils changent, le fournisseur change de version, ils ont fait tellement d'adaptations, ça leur coûte plusieurs millions à chaque fois. Incroyable. Au niveau des bibliothèques, je ne sais pas où ça en est rendu, il y avait une initiative, est-ce que ça tient encore? Bon, voilà. Alors, donc, c'est incroyable parce que je me dis, pour un malheureux, au lieu de 500 millions, si on avait investi pour un malheureux, je sais pas, moi, 50 millions, c'est sûr que Fabienne aurait travaillé jour et nuit pour 50 millions. Avec une équipe, on serait indépendant, on pourrait le faire évoluer. Un spécial. Et on pourrait aider des universités dans les pays de la francophonie qui ont besoin de ces systèmes-là aussi. Et on a, au niveau organisationnel, on est enfargé. Et on a fait, nous, on a eu 4, pendant que j'étais à mon court mandat, on a eu 4 ministres différents de l'Éducation. Le seul qui a semblé intéressé, c'était M. Bolduc, parce que lui, on lui donnait une clé USB, puis il était content. On n'a jamais entendu parler après, il est parti. Après ça, on a eu d'autres, mais ça n'a pas abouti. En conclusion, ben, d'une part, il y a un travail énorme à faire au niveau d'aider l'économie sociale et solidaire, qui est le seul modèle, là je vais prendre ma veste rouge, qui est le seul modèle qui n'est pas basé sur une croissance effrénée, qui épuise des ressources naturelles. Et il faut aider ces organisations-là à s'approprier, à mettre en commun leurs connaissances pour prendre le virage des technologies de l'information. Au niveau de la protection de la vie privée, de la science des données, des chaînes de blocs. On peut utiliser les chaînes de blocs pour s'assurer, par exemple, de l'agriculture équitable, faire une traçabilité ou des choses comme ça. Il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle le coopérativisme, qui ont leur site web, et c'est des efforts, parce que les gens ont dit, comment contrer Uber? Et on dit, le logiciel, c'est pas si rocket science que ça. Fait qu'il y a un groupe qui a fait un logiciel similaire, mais ils ont donné ça, par exemple, comme à New York, à des coopératives de chauffeurs de taxi.
Il y a un paquet d'initiatives. Alors, il y a de l'espace là pour se payer la traite pendant des années au niveau développement de logiciels. On est encore loin de l'obligation d'utiliser du logiciel libre et de mettre sous licence libre les logiciels créés par les administrations publiques. Pendant que j'ai été vice-recteur, on a fait une application en mode web, donc c'est pas un Apple App ou un autre, en mode web pour un portail étudiant. Utilisant les dernières technologies, tout ça, c'est un petit bijou. Là, j'ai dit, on va le mettre en libre. On a été voir nos services juridiques. Ah là, moi, un instant, là, ça peut, il y a l'obligation, les responsabilités de l'UQAM. Puis là, expliquer à un avocat qu'un logiciel libre, les gens le prennent, puis c'est pas un produit. Oui, mais c'est un produit pour eux autres, le logiciel. Mais non, mais c'est du code source, ils font ce qu'ils veulent avec. Alors, pour faire une histoire courte, avec les auteurs du logiciel, puis moi j'avais participé aussi, on l'a pris sous notre nom et on l'a mis en logiciel libre, on ne l'a pas dit à personne. Puis il n'y a aucune université qui s'en est servi, fait que c'est super aussi, j'ai pas eu de trouble. Donc, c'est complètement kafkaïen. Il faudrait mettre en place des structures internationales pour favoriser la mise en commun et la libre circulation des idées, des pratiques et des artefacts dans le domaine de l'économie collaborative. Et idéalement, parce qu'il y a beaucoup de petites organisations au niveau de l'économie sociale et solidaire, il faudrait avoir accès à des plateformes collectives d'infos nuagiques pour les acteurs de l'économie collaborative. Et là, il y a des gros groupes qui sont dans le secteur de l'économie sociale et solidaire qui pourraient participer à ça. En conclusion, M. Bill Gates dit « We always overestimate the change that will occur in the next 2 years. » Mais on sous-estime les changements qui vont arriver dans les 10 prochaines années. Puis surtout celle de Francis Blanche, face aux changements qui changent, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Ça, c'est ma préférée. Je vous remercie.